Allora, cari amici, cari colleghi, cari studenti, vi porto il saluto del Presidente della Fondazione Privoli, il Professor Roberto Antonelli, che si trova all'estero e con suo rammarico non potrà essere qui a questa inaugurazione di un ciclo di conferenze intitolato La France qui pense l'Europe. Questo ciclo, promosso dalla Fondazione Privoli con il sostegno del Seminario di Filologia Francese e della Società Universitaria di Studi di Letteratura e Lingua e Letteratura Francese, dunque è stato immaginato da un gruppo di francesisti della Fondazione, circa un anno fa, Anna Maria Scaiola, Ludovica Cepincione, Hélène de Yaclot, vedo qua, e poi anche da due colleghi di Roma 3, Paola Cattani e Francesco Spandri, e poi il programma è stato realizzato con il contributo di tutta praticamente la sezione Francia del Consiglio Scientifico della Fondazione Privoli. Vedo qua Martin van Gertruden, poi insomma Andrea Del Lungo, Luca Pietromarchi che manda i suoi saluti e poi gli altri, Valerio Cortine e Florence Perron. Dunque, questo ciclo si ricollega, come alcuni di voi sapranno, alcuni che sono così affezionati agli appuntamenti della Privoli, si ricollega a una tradizione che ha visto nel passato conferenze dedicate a un sonetto di Baudelaire, a un verso di Racine. L'ultimo ciclo era dedicato ai personaggi di Flaubert e gli atti sono usciti proprio poco tempo fa, anzi potrete vederli se volete nel tavolo all'ingresso. Quindi un ciclo che si ricollega a una tradizione, ma che nello stesso tempo vuole anche inserirsi in un ciclo più nuovo, un ciclo più attuale che la Fondazione Privoli ha dedicato in generale alla crisi dell'Europa. Un ciclo che è iniziato in ottobre con un convegno su Chateaubriand all'Europa. C'è stato poi un incontro con Jean-Dominique Giuliani, che è il presidente della Fondazione Schumann, un altro incontro sullo Statuto dell'Islam in Europa, un convegno sul 68 e l'ultimo incontro il mese scorso con Massimo Cacciari sulla crisi dell'Europa. Il prossimo incontro con Carlo Calenda sulla crisi dell'Europa e dell'Occidente sarà il 4 aprile. Allora, questo nostro ciclo invece, più che guardare proprio all'attualità immediata, guarda al passato, guarda indietro per vedere, pensiamo che sia utile ripercorrere quelle che sono le origini del pensiero europeo, quelle radici europee che risalgono, Massimo Cacciari l'ha mostrato molto bene, ha fatto un'analisi filologica, risalgono alla cultura greca antica, poi all'umanesimo. Noi partiamo invece modestamente dal secolo dei Lumi, da Montesquieu, e quindi con la convinzione che sia molto utile guardare al passato per programmare il futuro. Allora, per quanto riguarda Montesquieu, abbiamo qui una delle massime, le maggiori specialiste di Montesquieu, Catherine Volpidiac-Auger, e un altro che conosciamo benissimo di 18ème, uno dei nostri più importanti 18ème italiani, Gianni Iotti. Allora, do la parola a Gianni Iotti che ci presenterà lui, che meglio di lui, Volpidiac. Grazie. Ringrazio per l'invito in questo luogo così bello. Alors je vais prendre un peu de temps pour dire quelques mots de présentation de Catherine Volpidiac-Auger. C'est avec un grand plaisir que je la présente ici. C'est une amie depuis longtemps. Catherine Volpidiac-Auger est professeure de littérature française à l'École normale supérieure de Lyon.
et elle est membre de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans la modernité, toujours à l'École normale supérieure de Lyon. Elle co-dirige depuis 1998 l'édition des œuvres complètes de Montesquieu, actuellement avec Pierre Reta. Ah, pardon. Je m'excuse. Elle a été le dernier collaborateur. Pierre Reta est décédé en juin dernier, juste après avoir démissionné de la direction pour raison de santé. Et elle est la grande spécialiste de cet auteur. Montesquieu a publié des ouvrages remarquables, je dirais même des ouvrages incontournables. Parmi ses travaux, je ne pourrais en citer quelques-uns. Tacite et Montesquieu, publié à Oxford par la Voltaire Foundation en 1985, qui a obtenu le prix Montesquieu en 1987. Tacite en France de Montesquieu à Chateaubriand, toujours publié par la Voltaire Foundation en 1993. Et au cours des années, elle a consacré à Montesquieu une vingtaine d'ouvrages et plusieurs dizaines d'articles, et aussi une biographie qui a paru récemment chez Gallimard en 2017, de Montesquieu, et un autre ouvrage récent, qui en a peut-être des plus récents, mais moi je suis resté là, Montesquieu, une histoire de temps, publié à Lyon, toujours en 2017. Elle a créé plusieurs sites sur Montesquieu, dont Montesquieu Humanum FR, ouvert en 2016, qui présente une base de données sur la bibliothèque et la culture de cet auteur, et qui offrira à terme, ou peut-être dans le temps, les œuvres complètes en ligne de Montesquieu. Ces autres travaux portent sur l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, sur Voltaire, sur l'histoire et l'Antiquité au XVIIIe siècle, et de manière générale sur la littérature et l'histoire des idées. Alors aujourd'hui donc, dans le cycle qui a été organisé par la Fondation Les Livres, elle va nous parler de Montesquieu et de l'Europe. Il n'est pas nécessaire de souligner l'importance de ce thème et surtout l'actualité de ce thème en ce moment. Nous sommes à un mois des élections qui sont, comme vous le savez, des élections qui vont décider justement l'identité et le futur de l'Europe dans les prochaines années. C'est donc avec plaisir que je lui donne la parole. Montesquieu de l'Europe. Merci Gianni. Je voudrais d'abord évidemment remercier la Fondation Epimoli qui me permet de parler, qui m'offre ce cadre magnifique et donc qui, avec cette invitation, me permet d'ouvrir un cycle qui promet d'être extrêmement intéressant. Et je remercie évidemment Laetitia qui a fortement contribué à cela. Donc, simplement pour compléter ce qu'a dit Gianni, c'est que donc les différents types, les différents travaux, et notamment le grand travail des œuvres complètes de Montesquieu, eh bien, les différentes activités qui s'y rattachent, il y a des petits prospectus d'informations que j'ai mis ici à votre attention. Donc, je vais parler de Montesquieu et l'Europe. C'est un sujet évidemment qui a été abordé par le passé, et il n'y a pas si longtemps, et je dois saluer évidemment l'action d'Alberto Costigliola qui avait organisé à Gênes en 1993 un magnifique colloque qui évidemment couvrait un champ beaucoup plus large que celui que je vais déployer devant vous, qui sera synthétique évidemment. Et pour cela, je dirais pourquoi précisément Montesquieu, c'est aller chercher bien loin dans le temps l'idée d'Europe. Eh bien c'est parce que Montesquieu en a une vision originale, qui est aussi celle de son temps. Un temps qui a connu 3 guerres.
De son vivant, Montesquieu étant né en 1689 et mort en 1755, il a connu 3 guerres, la succession d'Espagne entre 1701 et 1714, la succession de Pologne, 1733-1738, la succession d'Autriche, 1740-1748. Donc, une période agitée où l'on voit que les intérêts des nations sont imbriqués et contradictoires. Voilà donc une première raison de situer Montesquieu dans son temps. Mais c'est quelqu'un qui a parcouru l'Europe jusqu'à la Hongrie et qui a une connaissance de l'Europe qu'ont peu de ses contemporains. Il en a parcouru non seulement l'espace, mais aussi le temps, car c'est dans l'histoire qu'il va chercher l'unité européenne, non pas comme héritage de l'Empire romain, auquel on pense spontanément, mais à travers une définition proprement moderne, autour d'une idée moderne, celle de la liberté, qui justement n'est pas celle de l'Empire romain, liberté et les institutions qui en découlent, depuis l'affaissement de l'Empire romain. C'est quelqu'un donc qui a pensé l'Europe, non pas comme une entité administrative, une fédération, ni même une confédération, ne rêvons pas, on n'en est pas encore là vers 1750, mais comme une entité géographique et politique. Et surtout, c'est quelqu'un qui en a pensé à la fois l'unité et la diversité. Et c'est dans cette manière d'unir unité et diversité que je vois l'apport essentiel de Montesquieu. Je suivrai un plan d'une très grande simplicité. D'abord, j'évoquerai l'Europe au temps de Montesquieu, évocation très sommaire, je ne suis pas historienne, ce sera donc une très grande simplification, et surtout, évidemment, je m'attarderai sur l'Europe de Montesquieu dans cette manière de penser l'unité et la diversité en même temps. Unité et diversité, je le signale, qui, aux yeux de Cezanne Todorov, représentait un des apports essentiels de Montesquieu à la pensée moderne. Je pense donc à son ouvrage sur Nous et les autres. Alors, au temps de Montesquieu, il est commun de parler de l'ensemble du monde comme les 4 parties du monde. Asie, Afrique, Amérique, Europe. C'est une sorte d'évidence. Éliminons-en tout de suite la moitié. L'Afrique est très mal connue, donc elle n'existe pas aux yeux des hommes du XVIIIe siècle. L'Amérique, c'est un simple prolongement de l'Europe. L'Amérique a été vidée de ses habitants par les conquérants espagnols et portugais. Les habitants ont été remplacés par le trafic d'esclaves. Donc c'est un continent qui n'en est pas un, qui réellement n'existe pas et qui a importé ces institutions. Donc les populations autochtones sont quasiment effacées. Donc c'est une sorte de prolongement de l'Europe. Et de ce fait, une opposition à laquelle nous sommes tout à fait habitués, qui est l'opposition nord-sud, n'existe pas dans la géographie mentale du XVIIIe siècle. Quand nous parlons d'hémisphères, nous voyons les hémisphères comme cela. Au XVIIIe siècle, les hémisphères, c'est dans ce sens-là. C'est l'Est et l'Ouest. Lorsque, dans Le Mondain, en 1733, Voltaire utilise le mot, le superflu, chose très nécessaire, a réuni l'un et l'autre hémisphère, ce n'est pas du tout pour dire que le Sud a besoin du Nord ou inversement, c'est pour dire que l'on trouve à l'Est des produits qui sont utilisés à l'Ouest et inversement. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ainsi, la véritable confrontation, les véritables entités constituantes du monde sont l'Europe et l'Asie, dans une relation évidemment de dialogue,
de confrontation et d'opposition. L'Asie, c'est l'autre par excellence. Il y a des axes commerciaux avec l'Asie, avec l'Inde, depuis l'Antiquité. Mais l'Europe se pense, de manière assez intéressante, je trouve, en opposition avec l'Orient, un Orient qui, à ce moment-là, lui tourne le dos. On est dans une période où, de fermeture du Japon et même de l'Inde après de la Chine après une très forte pénétration européenne, il y a des commerçants, quelques missionnaires qui vont en Chine, donc le Japon est enfermé, et il faut, d'ailleurs, je note au passage que Montesquieu est tout à fait avide de toutes les informations qui viennent de cet Orient. En 1710, il y a un Chinois à Paris. Pas plus. Un dénommé Wang. Eh bien, Montesquieu, qui ne s'appelle pas encore Montesquieu, qui s'appelle Monsieur Damred, qui est encore étudiant, se précipite pour faire sa connaissance et pour parler comme il peut avec lui. Beaucoup plus tard, en 1729, quand il est à Rome, il y a quelqu'un qui connaît très bien la Chine, qui a passé 23 ans, Monseigneur Fouquet, et évidemment, il se précipite chez Monseigneur Fouquet pour s'informer. C'est très important parce que la Chine va jouer un rôle capital au XVIIIe siècle, en tant que construction intellectuelle, pour faire pièce à l'Europe en quelque sorte. Dans l'esprit de nombreux philosophes, et pour des raisons souvent contradictoires, la Chine est utilisée constamment. La Chine est, en ce sens-là, une construction intellectuelle. Construction modelée en fonction des besoins de la cause. Et l'Asie est très largement fantasmée. Je ne veux pas dire que les hommes du XVIIIe siècle ne connaissaient pas l'Asie et que nous la connaissons beaucoup mieux qu'eux, ça c'est une évidence, mais je ne mets pas ça sur le plan de la connaissance, je veux plutôt dire que on construit toujours des représentations et que la Chine, notamment, est utilisée par les philosophes au nom de certaines valeurs, et notamment pour cette opposition à l'Europe. La Chine, c'est l'anti-Europe. Et l'Europe, on peut se demander également dans quelle mesure elle n'est pas un objet de représentation. Il faut donc nous interroger sur ce qui peut faire l'unité de l'Europe, unité historique, unité spirituelle. Évidemment, l'Europe est chrétienne, mais elle est déchirée entre protestants et catholiques. Unité culturelle. On va dire, mais il y a tout de même, et nul endroit n'est mieux placé que celui que nous parlons aujourd'hui pour poser la question, l'unité pourrait être linguistique. Nous avons appris que la France au XVIIIe siècle, l'Europe au XVIIIe siècle parle français, et qu'il y aurait donc une unité linguistique qui serait le français. Or, il semblerait que cette idée soit quelque peu inexacte et que cette primauté supposée du français ait été très surestimée. Et en fait, l'Europe est évidemment multilingue et le français s'est diffusé de manière très inégale selon les pays. Et donc, il faut revenir, semble-t-il, sur l'idée de cette unité linguistique de l'Europe. L'unité géographique, eh bien, elle n'est pas si simple. La Grèce chrétienne est sous domination ottomane, et les limites de l'Europe, eh bien, ces limites, elles ont été étrangement repoussées vers l'Est par la grâce de Pierre le Grand, puisque ce qu'on appelle alors la Moscovie, aujourd'hui la Russie, elle est sortie rapidement du Moyen-Âge et elle a voulu être européenne. Elle est à peine connue à l'époque. Heureusement, Pierre le Grand a fait faire quelques cartes, il a lancé une énorme entreprise de cartographie de certains de ces États qui étaient pratiquement inconnus, je pense du côté de la mer Caspienne ou du côté de la Sibérie,
entre 1710 et 1720. Mais c'est un espace énorme qui s'ouvre. Évidemment, là, c'est l'Europe, c'est même plus l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est l'Europe de l'Atlantique au fin fond, à ce qui est aujourd'hui Vladivostok, en tout cas, donc, presque jusqu'au détroit de Bering. Cela fait beaucoup quand même. Pourquoi? Parce que l'on suppose, c'est ce que l'on appelait autrefois les royaumes du Nord, eh bien, tout à coup, ils sont inclus dans l'Europe. Et vous voyez aussi comment se passe une sorte de collision. L'entrée dans l'Europe, évidemment, ce n'est pas la Russie qui s'est rapprochée géographiquement, c'est que la Russie, culturellement, s'est rapprochée de l'Europe. Donc, on commence à avoir une Europe qui devient extrêmement complexe. Mais surtout, par ce mouvement, on voit que l'Europe, alors que la Chine est censée être immuable, c'est la caractéristique aux yeux des Européens, la Chine ne change pas, l'Europe se définit comme un lieu d'ouverture à l'autre. C'était d'ailleurs traditionnellement l'Europe qui envoyait des missionnaires ou des marchands, beaucoup plus que dans l'autre sens. Et pour ceux qui ont lu les lettres persanes, ils se rappellent que en Perse, dit Uzbek, personne n'éprouve le besoin de voyager pour s'instruire. C'est vraiment une démarche qui paraît extrêmement surprenante. Donc l'Asie apparaît comme un monde fermé et immobile, par opposition à une Europe en mouvement. Le fait d'être en mouvement est une notion qui est toujours valorisée au XVIIIe siècle. Et en mouvement et ouverte. Donc, deux mondes différents et deux mondes qui finalement ne se menacent plus. On a eu la paix de Passarowitz en 1718 et depuis les affrontements, l'Empire ottoman semble contenu, mais le problème est intérieur. L'Europe est dominée par deux monarchies cousines, la France et l'Espagne, et avec une puissance qui s'affirme progressivement, la Grande-Bretagne. Un autre pôle énorme est constitué par le Saint-Empire romain germanique. Et la Hollande, enfin les Provinces-Unies, devrais-je dire, jouent un rôle absolument démesuré par rapport à leur taille, grâce au développement des compagnies de commerce au XVIIe siècle. On peut se demander à partir de là si l'avenir de l'Europe ne se joue pas outre-mer. On a des guerres en Floride, la guerre de l'oreille de Jenkins, on a des affrontements de la France et de la Grande-Bretagne en Amérique du Nord, mais pour le public du XVIIIe siècle, qui n'est pas l'historien d'aujourd'hui, ce sont des théâtres secondaires. L'essentiel, aux yeux du public, se joue entre Versailles, Londres et bientôt Berlin, avec Frédéric II. Donc, cette Europe, qui est décidée idéalement comme un lieu de culture, d'ouverture, voire de progrès, rassemblant des nations, partageant des idées et des valeurs communes, et donc, de manière beaucoup plus concrète, matérielle, et surtout, potentiellement, un champ d'affrontement, un théâtre de bataille. On y trouve, en fin de compte, bien peu d'unité, on y trouve surtout d'énormes rivalités, et une idée est obsessionnelle, c'est celle de l'équilibre européen. Évidemment, pour lutter contre cette tendance, je dirais quasi naturelle à la guerre, eh bien, beaucoup de projets se sont fait jour. En 1598, enfin autour de 1598, lié à l'édit de pacification de 1598, est apparu ce que l'on a appelé le grand dessein d'Henri IV, qui aurait permis aux 15 principales puissances de l'Europe de se donner une instance d'arbitrage. Cela n'a pas été très efficace, semble-t-il. En 1693, William Penn, le réformateur Quaker,
a proposé un essai sur la paix présente et future de l'Europe. Les souverains auraient été réunis dans une diète générale, un parlement ou État de l'Europe, qui aurait l'avantage de garantir la paix, puisque une intervention armée contre un État, si un État refusait de respecter un arbitrage, eh bien, tous les autres pourraient se déchaîner contre lui, pourraient pratiquer une intervention armée. Mais le projet le plus connu est celui qui est publié en 1713, celui de l'abbé de Saint-Pierre, projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, qui annonce que les princes, qui évoque l'idée que les princes renoncent pour jamais à la voie des armes et sont convenus de prendre désormais la voie de la conciliation par la médiation du reste des grands alliés. Ainsi serait garantie à chacun la tranquille jouissance de son pouvoir. Et les membres de cette grande alliance pourraient ainsi interdire les usurpations, les guerres. L'abbé de Saint-Pierre envisage même à un moment d'étendre au Maroc et à l'Empire ottoman ce beau projet, qui de toute manière est resté une pure vue de l'esprit, et finalement il le limite à l'Europe chrétienne. Mais en tout cas, l'idée d'un parlement composé d'hommes de bonne volonté est ainsi esquissée. Voilà donc brossé à grands traits ce que le contexte de Montesquieu. Donc, l'Europe m'apparaît comme une sorte de champ de force dont tout le monde redoute l'instabilité. Instabilité, vous avez noté que les trois guerres que j'ai évoquées sont des guerres de succession. Pas tout à fait par hasard. La question des personnes reste fondamentale. Par exemple, en 1715, la plus grande, géographiquement, monarchie de l'Europe, la France, et son sort dépend de la survie d'un enfant de 5 ans. On sait que statistiquement, les chances de survie d'un enfant de 5 ans, fût-il roi, sont assez faibles. Et surtout, on a en embuscade l'oncle, c'est Louis XV, l'oncle de cet enfant, qui est Philippe V, roi d'Espagne, et qui a beau avoir officiellement renoncé au trône, aurait de très bonnes raisons de faire ce que tout le monde craint, c'est-à-dire d'unir l'Espagne et la France sous son propre sceptre. Donc, une situation qui, d'une certaine manière, peut apparaître comme extrêmement instable. Voilà donc ce contexte. Comment Montesquieu connaît-il cette Europe, cette Europe à laquelle il va s'intéresser? Montesquieu est un des seuls philosophes du XVIIIe siècle à véritablement connaître l'Europe. Il l'a parcourue d'avril 1728 au printemps 1731, donc 3 ans, c'est beaucoup. Il a commencé par l'Autriche, avec Vienne. Il est allé également en Hongrie. Il y a peu de gens qui sont allés en Hongrie à l'époque. Il est intéressé par le travail des mines. Il est intéressé et surtout, enfin non pas surtout, également, par la diète de Presbourg. Presbourg est alors en Hongrie. Et la diète, c'est-à-dire l'assemblée des nobles, qui lui permet de voir comment peut fonctionner un régime où les nobles peuvent émettre un avis face au roi. Ensuite, il voyage en Italie, en abordant l'Italie par Venise, il en parcourt le nord, c'est un de villes du nord, puis Rome. Il y séjourne plusieurs mois en 1729, séjour entrecoupé par quelques semaines à Naples, alors autrichienne, et puis il se dirige vers le nord, l'Allemagne, dont il ne connaîtra pas la partie orientale ni septentrionale.
Il parcourt ensuite la Hollande, enfin les Provinces-Unies, donc il séjourne 6 semaines, et enfin la Grande-Bretagne. On parle de voyage, mais on peut surtout parler de séjour, puisqu'il y reste 18 mois, d'octobre 1729 au printemps 1731. Je vous disais, c'est quelque chose qui le distingue complètement, par exemple, de l'abbé de Saint-Pierre, qui n'a de l'Europe qu'une vue parfaitement théorique. Voltaire a bien connu, très bien connu l'Angleterre. Il a également, il a séjourné 2 ans, plus longtemps que Montesquieu. Il a également connu la Prusse, mais il semble qu'il n'ait connu guère que Berlin et que la cour de Frédéric II, pas du tout les réalités de ce qui devait être le pays. Et il a connu la Suisse un petit peu également, mais disons qu'il n'a pas eu la même relation. Diderot a connu la Hollande, mais seulement en se rendant à Saint-Pétersbourg. Alors lui a connu la Russie, ce qui est quand même assez remarquable. Mais donc, là encore, c'est une vue, il cherche surtout, comme Voltaire, se rendant à Berlin, l'essentiel pour eux est la relation avec le prince, avec le souverain de ces États. Celui qui pourrait avoir une vue réellement européenne, c'est Rousseau, qui a parcouru l'Europe et parfois à pied, qui évidemment connaît Genève puisqu'il y est né, il y a longtemps vécu, il a vécu également à Turin, il est resté un certain temps en Angleterre, mais et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il réfléchit sur la Pologne ou sur la Corse, évidemment a des vues politiques qui sont extrêmement élevées. Mais, par exemple, son observation de Turin, il était tout à fait jeune et il n'a certainement pas pu en tirer les observations qu'a faites Montesquieu. En effet, pourquoi est-ce que Montesquieu a parcouru l'Europe? C'est parce qu'il avait l'intention de devenir diplomate. Et à une époque où il n'existe aucune formation à la diplomatie, aucune école, aucune institution, la meilleure formation, c'est la pratique dans les cours étrangères. Et il va, en fait, de cours en cours, non pas pour une vie mondaine. Alors on a parfois parlé de grand tour pour Montesquieu, mais le grand tour, c'est une habitude, c'est une pratique qui permet à un jeune homme de se former, de se cultiver, de découvrir le monde. Montesquieu, à ce moment-là, a 40 ans. C'est un âge très très mûr à l'époque. Il est membre de l'Académie française. Il s'est soigneusement fait élire à l'Académie française pour se donner une stature internationale, justement, avant de partir. Et peut-être même a-t-il attendu d'avoir cette sorte de brevet pour partir. Mais donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est la diplomatie. Alors certes, une fois qu'il est en Italie, il découvre qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir en Italie et qu'il va passer ensuite un certain temps dans les églises, sur les sites, les quelques sites archéologiques qui existent, dans les collections privées. Il y a une véritable passion pour l'art, pour lui, qui se déclenche. Mais donc, ce qu'il faut voir au départ, c'est qu'il a été frappé, avant son départ, par l'influence du sentiment anti-autrichien en France. Évidemment, qui donnera lieu à la guerre de succession de Pologne, entre autres. Mais, donc c'est pour cela qu'on ne trouve pas chez Montesquieu, dans le texte de ses voyages, des descriptions que nous appellerions pittoresques. Il n'y va pas pour ça. Il note si les impôts rentrent bien, si l'autorité du prince est respectée, quelles sont les alliances, à quoi ressemblent les fortifications, etc., etc. Et surtout si les pays sont bien ou mal exploités, les campagnes, quelles sont les ressources, quelles sont les relations entre telle
telle république italienne et ses voisines, s'il y a des points, des discussions sur les territoires, etc. Et qui est-ce qu'il fréquente? Il fréquente essentiellement, et toute sa vie, il fréquentera des ambassadeurs. Alors, et une personne avec qui je travaillais sur l'édition de la correspondance de Montesquieu me disait « Ah bah, il pratique le name dropping, il aime se vanter de ses relations. » Pas du tout. Là où l'on voit apparaître les noms, c'est on fait du name dropping quand on se vante en société de connaître tel ou tel. Lui, pas du tout. C'est dans des écrits qui restent personnels ou dans des lettres envoyées à des familiers qui savent très bien de quoi il retourne. En fait, il se plaît essentiellement à la compagnie des ambassadeurs parce que les ambassadeurs lui donnent un point de vue qui n'est pas, disons familièrement, franco-français. Il a une vue ainsi tout à fait plus complexe. Alors, on trouve même quelquefois dans ses écrits, c'est directement le point de vue anglais. Hein. Par exemple, sur la Hollande, il reflète manifestement le point de vue de l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès des Provinces-Unies, qui s'occupe beaucoup de Guillaume IV d'Orange à ce moment-là, qui est Lord Chesterfield. Il y a véritablement une maîtrise des éléments de tous les intérêts géopolitiques qui, disons, qui traversent l'Europe. Il a fait d'ailleurs des offres d'emploi au ministre de Louis XV, le cardinal de Fleury, au moment de son départ en voyage. Malheureusement, ça ne marche pas, comme nous le savons. Il ne sera jamais... Alors, il n'est pas question, je pense, pour lui d'être ambassadeur. Il n'en avait ni les titres nobiliaires, ni la fortune. Hein, mais il demande à être employé utilement. C'est-à-dire pas forcément à un poste de prestige, mais à un poste où il puisse être efficace. C'est un échec pour une bonne raison, c'est qu'il est l'auteur des lettres persanes, et que les lettres persanes, c'est un livre qui a fait rire toute l'Europe, mais qui n'a pas fait rire du tout les autorités françaises. Donc on ne va pas confier ses intérêts à quelqu'un qui est capable de tourner en ridicule la quasi-totalité des institutions dont la France est fière. Mais il est certain que, après cette expérience, Montesquieu n'envisage jamais la France seule. Il la compare constamment à l'Angleterre, ce qui n'est pas absolument original. Ce qui est beaucoup plus original, c'est de trouver que le système anglais fonctionne mieux que le système français. Ainsi, il est extrêmement attentif à l'état de la dette publique anglaise. Il constate que en Angleterre, les artisans, comme il y a beaucoup moins de jours chômés, puisqu'il y a moins de fêtes dans les pays catholiques, eh bien, les artisans travaillent 1/7 de plus que les artisans anglais. Il est très attentif également à la démographie. Il recherche toutes les statistiques sur les naissances, les listes de naissances et de décès. Et c'est grâce à ce type d'approche, par exemple, qu'il aura une conception fort peu idéalisée, par exemple, de la République. La République de Hollande n'est pas du tout, à ses yeux, celle qui fonctionne le mieux. Il a très peu d'admiration, pour ne pas dire le plus grand mépris, pour la République de Gênes. En tout cas, en dehors de ces considérations dans celle-ci, il est certain qu'il a une vue globale de l'Europe et une vue, évidemment, de plus, j'ai oublié de le dire, mais c'est presque une évidence, qui est renforcée par toutes sortes de lectures, par la lecture des gazettes également. Il est abonné à ce qu'il appelle la Gazette d'Hollande. En fait, c'est soit la Gazette d'Amsterdam, soit la Gazette de Leyde, qui sont le meilleur moyen pour un Français d'être correctement informé de ce qui se passe éventuellement en France et ailleurs, puisque ce sont des gazettes qui, à la différence
les gazettes françaises ne sont pas soumises à la censure. Et donc, c'est quelqu'un qui a une véritable vision de l'Europe. Comment il l'a donc il l'a vu dans toutes ses, enfin, pas dans toutes ses dimensions. Il n'a pas vu la Prusse, il n'a pas vu l'Espagne. Bon, c'est vrai. Mais parmi ses contemporains, c'est certainement un de ceux, enfin, je mets à part les professionnels de la diplomatie, c'est certainement un de ceux qui connaît le mieux l'Europe. Comment la conçoit-il historiquement? Eh bien, la rupture, évidemment, c'est celle du 5e siècle, 6e siècle après Jésus-Christ, avec la fin de l'Empire romain. Et ce qui l'intéresse, en fait, lorsque Montesquieu s'intéresse à l'histoire, il s'intéresse moins à celle des batailles et des conquêtes territoriales qu'à l'histoire de l'autorité et des rapports de pouvoir. Quand il fait l'histoire de France, alors il consacre quelques dizaines de pages, ce n'est pas la question des successions ou de ce que fait l'un ou de ce que fait l'autre. Ce qui l'intéresse, ce sont les fluctuations de l'autorité royale et la part de liberté qui est laissée au peuple, aux nobles, par la monarchie. Et ce qui est un point de vue particulièrement original, c'est que, donc, comme je vous le disais, ce n'est pas l'Empire romain ou la catholicité qui sert d'unité, mais c'est l'idée de liberté. Et cette idée de liberté, il la voit sortir de Germanie, opposée à la servitude romaine. Il a le plus grand donc, pour lui, vous allez me dire, mais c'est complètement faux, c'est une démarche historique qui est contredite par les faits. C'est un système d'interprétation qui, à ce moment-là, est en concurrence avec d'autres systèmes, et moi je le prends comme un système philosophique. Pour lui, la liberté, donc, est indissolublement attachée aux barbares de Germanie, qui, lorsqu'ils ont conquis l'Empire romain, on parle aujourd'hui de migration, à l'époque on parle de conquête et d'invasion, lorsqu'ils ont conquis l'Empire romain, au lieu d'abandonner cette idée de liberté en devenant eux-mêmes les maîtres, eh bien ils ont imposé la liberté. Et évidemment, c'est ce qui détermine les rapports des vainqueurs et des vaincus. On le voit aussi, il étudie, Montesquieu est juriste de formation, ce qui l'intéresse, c'est l'évolution des lois barbares. Et donc c'est à cela que sont consacrés 3 livres de l'esprit des lois, à l'évolution du droit germanique, qui sera un grand moment d'édition critique, parce que l'histoire du droit germanique, c'est quelque chose. Hein. Mais on est courageux, on s'y appellera. Ce que j'en ai retenu pour le moment, eh bien, c'est que, je reprends l'interprétation de Montesquieu, évidemment, c'est que ce droit germanique a évolué différemment selon les lieux où il s'est enraciné, en Lombardie, en Gaule, en Espagne et en Narbonnaise, là où on trouvait les Visigoths. Et donc, en étudiant l'évolution du droit, on voit chaque fois comment cette liberté va plus ou moins être appliquée ou modifiée. Chez les Visigoths, où on va avoir une très forte influence de l'Église, et donc le droit va évoluer, on va trouver finalement un droit qui est dicté par l'Église et qui oublie ses racines de liberté. La monarchie, en revanche, la monarchie constitutionnelle anglaise, nous dit Montesquieu, ce beau système a été trouvé dans les bois. Un sens du raccourci extraordinaire, ce beau système, c'est les communes, la chambre des communes, la chambre des lords, le roi, le pouvoir du roi tempéré par ce qui était le pouvoir des guerriers germains, tel que l'a décrit Tacite. Et d'où son intérêt, dont je vous ai parlé, pour la diète de Presbourg, qui, cette assemblée des nobles,
qui renvoie à cet état primitif du pouvoir, enfin ce jeu des pouvoirs. Voilà donc cela. C'est historiquement, c'est dans ce passé extraordinairement ancien que Montesquieu veut trouver le point d'ancrage essentiel de l'Europe de son temps. Alors, de manière, j'allais dire presque pratique, comment pense-t-il cela au retour de ses voyages? Il pose la question en termes de monarchie universelle. La question de la monarchie universelle est très ancienne et beaucoup de critiques de Louis XIV l'ont pratiquée en accusant Louis XIV de vouloir imposer une monarchie universelle. Et Montesquieu montre que c'est tout bonnement impossible, mais pour une raison très simple, c'est qu'on ne fait plus la guerre de la même manière. Et que, ne serait-ce par exemple, on a besoin d'argent, eh bien, pour faire les levées de fonds, on est obligé de mobiliser des réseaux commerciaux tels que cela finit forcément par se savoir. Donc, on n'a pas encore de satellite, mais on sait déjà ce que peuvent faire les autres. Donc, comme la guerre est devenue beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus difficile, on ne peut imaginer aucun projet de monarchie universelle. Et la véritable supériorité, c'est celle, non pas la supériorité qui va se jouer sur les champs de bataille, mais c'est la supériorité qui s'affirme en termes de richesse, de puissance commerciale. Alors attention, au XVIIIe siècle, le commerce, cela englobe l'industrie, c'est la capacité de produire et de vendre. Ça inclut ce que nous appellerions l'industrie, évidemment proto-industrie, l'artisanat, etc. Ce qui s'oppose radicalement à la très ancienne idée exprimée par Baudin, il n'y a de richesse ni de force que d'hommes. La véritable puissance d'une nation, c'est sa capacité de production. Montesquieu n'a aucune idée de confédération à l'échelle de l'Europe. Je rappelle que le terme fédération n'existe pas au XVIIIe siècle. Il ne l'envisage que pour de petites nations qui s'efforcent de résister aux grandes. Il parlera donc de république fédérative. Il avait décidé d'y consacrer un livre de l'esprit des lois et finalement c'est rejeté hors de l'esprit des lois. Donc, c'est valable pour les cantons suisses ou la confédération des Latins et des Volsques dans l'Antiquité, mais c'est tout. Donc, la question de la monarchie universelle doit être rejetée. Ce qui est plus intéressant pour Montesquieu, c'est de mesurer les différentes manières de penser et de montrer comment les gens peuvent vivre ensemble, travailler ensemble, être ensemble. Et donc, je vous le disais en commençant, Montesquieu est le penseur de l'unité et de la diversité qui refuse une forme de scepticisme résumé par l'adage de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Montesquieu constate que la diversité existe et à partir de là, il va conclure qu'il est absurde d'imposer des lois générales. Et il va chercher, au-delà de cette diversité, ce qui est commun. Alors nous savons tous que, au nom de Montesquieu, est attachée l'idée de climat, et qu'il existe une opposition majeure entre les pays du Nord et les pays du Sud, avec l'esprit d'indépendance, de liberté, la force physique, mais aussi le courage qui s'attache aux nations du Nord, aux peuples du Nord, et qui sont absentes dans le Midi. Alors évidemment, avec une difficulté supplémentaire que j'ai déjà évoquée, c'est la question de la Russie, où il y a ce climat du Nord et pourtant où on trouve le despotisme. Mais, donc je ne veux pas, il m'est difficile de traiter de la question du climat chez Montesquieu en 30 secondes. Tout ce que je peux dire, c'est que dans la supposée théorie des climats de Montesquieu, je dis supposée parce que la notion même de théorie des climats
n'est pas formulé ainsi par Montesquieu. Il n'y a pas de déterminisme climatique à proprement parler. Il y a l'empire du climat est le premier des empires parce qu'il s'exerce directement sur la physiologie, mais il y a toujours des causes, ce qu'il appelle des causes morales, qui contrebalancent cet effet. Et un de ces chapitres s'intitule « Que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les risques du climat et les bons, ceux qui s'y sont opposés ». Autrement dit, il ne faut jamais refuser ou s'opposer frontalement au climat, il faut en tenir compte, mais ne pas en renforcer les effets. D'autre part, l'opposition nord-sud dont je vous parlais ne doit pas être majorée dans la mesure où l'Europe, dans son ensemble, sauf la Russie, relève du climat tempéré. Et donc, de par cela même, elle relève d'un régime politique modéré par les lois, que ce soit des républiques ou des monarchies. Et les autres lieux, l'Orient, seront les lieux du despotisme. Mais surtout, donc, il y a là, c'est en cela donc, que je disais qu'il y a essentiellement unité au-delà de la diversité, cette manière de vivre ensemble, c'est celle du point relatif des intérêts. Ce qui intéresse Montesquieu, c'est d'instaurer une sorte de composition entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Et sa conviction profonde est que l'intérêt général est composé des intérêts individuels. Il ne s'oppose pas. Ou plutôt, si vous croyez que votre intérêt individuel est opposé à l'intérêt général, eh bien, vous devez changer votre point de vue. Il le disait donc dans cet opuscule qui s'appelle la Réflexion sur la monarchie universelle en Europe, l'Europe n'est plus qu'une nation composée de plusieurs. La France, donc, on n'est plus dans un système concurrentiel, mais dans un système où chacun a besoin des autres. La France et l'Angleterre ont besoin de l'opulence de la Pologne et de la Moscovie, comme une de leurs provinces a besoin des autres. Et l'État qui croit augmenter sa puissance par la ruine de celui qui le touche, s'affaiblit ordinairement avec lui. Donc ça, c'est l'intérêt économique. Bon, je passe sur la tolérance religieuse qui nous emmènerait plus loin, mais je voudrais insister sur la question des idées d'uniformité, pour voir à quel point cette question de l'intérêt particulier peut être trompeuse. Je vous lis un chapitre entier, rassurez-vous, il ne fait que quelques lignes. Il y a de certaines idées d'uniformité qui saisissent quelquefois les grands esprits, car elles ont touché Charlemagne, mais qui font infailliblement les petits. Ils y trouvent un genre de perfection qu'ils reconnaissent, parce qu'il est impossible de ne les pas découvrir. Les mêmes poids dans la police et dans l'administration, les mêmes mesures dans le commerce, les mêmes lois dans l'État, la même religion dans toutes ses parties. Mais cela est-il toujours à propos, sans exception? La grandeur du génie ne consisterait-elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut l'uniformité et dans quel cas il faut les différences? À la Chine, les Chinois sont gouvernés par le cérémonial chinois et les Tartares c'est-à-dire les Mandchous, par le cérémonial tartare. C'est pourtant le peuple du monde qui a le plus la tranquillité pour objet. Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même. Je dois dire que cette phrase me laisse toujours rêveuse. Pratiquement, je ne vois pas très bien comment ça fonctionne. Lorsque les citoyens suivent les lois, qu'importe qu'ils suivent la même, mais j'en parlais avec un magistrat lundi, et lui, il trouvait ça tout à fait naturel. Donc, je vais progresser dans cette voie. Donc, respecter une instance qui, donc les Chinois, les Mandchous ont conquis les Chinois, et ils ne leur ont pas imposé leurs lois, ce qu'il appelle le cérémonial, c'est-à-dire l'ensemble des manières qui régissent toutes les choses de la vie. Donc, cela lui apparaît être un véritable lieu d'équilibre.
Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension dans un ensemble, dans un régime. Justement, au contraire, il peut y avoir des tensions, il doit y avoir des tensions. Il n'y a que dans le despotisme qu'il n'y a pas de tension parce que tout le monde est écrasé. Il ne faut pas non plus une sorte de course aux armements qui fasse de l'Europe un lieu où ce que nous appelons aujourd'hui un équilibre de la terreur. On nomme paix cet état d'effort de tous contre tous. Il refuse cet effort de tous contre tous. L'équilibre auquel aspire Montesquieu est celui de l'intérêt bien compris, du respect d'autrui, notamment du respect de leurs mœurs, des mœurs qui sont spécifiques à chaque nation. C'est un rempart contre le despotisme, c'est un rempart contre toute velléité d'uniformité. La diversité en elle-même est la meilleure sauvegarde de la liberté. Contre l'uniformité du despotisme, qui est aussi parfois le despotisme de la raison, ou plutôt d'une certaine conception de la raison. La Révolution française a justement appliqué cette uniformité des poids et mesures dont je vous parlais et qui a frappé les petits esprits. Pour conclure, je dirais donc que la conscience aiguë de la diversité n'aboutit jamais chez Montesquieu à l'idée que tout est égal ou indifférent. Au contraire, il faut former le citoyen à la connaissance de ses devoirs et de ses véritables intérêts. Il faut reconnaître l'intérêt de l'homme non pas au sens de l'individu, mais au sens du genre humain. Et je vous lis encore un petit texte, extrait des Pensées de Montesquieu. Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. Ce qui était une idée à l'origine stoïcienne, avec toute une hiérarchie des entités, passe de la morale, enfin, ou plutôt s'étend de la morale à la politique. Avec cette idée aussi, quelque chose qui serait utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain devrait être exclu. Mais ce qui me semble intéressant de dire pour finir, c'est que toute l'œuvre de Montesquieu a été tendue vers un but, qui est de former des citoyens, à une époque où les citoyens sont surtout des sujets d'une monarchie, et de former des citoyens, c'est-à-dire de former, mais c'est un idéal des Lumières qui dépasse Montesquieu. Avec l'esprit des lois, il entend former des lecteurs qui soient capables de comprendre cette hiérarchie des devoirs et cette hiérarchie des intérêts, pour toujours placer l'intérêt particulier, et parfois même l'intérêt de l'Europe quand il est contradictoire avec celui du genre humain. Donc, former les esprits pour qu'ils soient capables d'adopter le bon point de vue et de concilier l'intérêt particulier et l'intérêt général, celui de l'Europe qui nous a réunis ici. Je vous remercie. Merci Catherine pour cet exposé si riche et si vraiment plein de choses, de suggestions. Alors moi, je ne suis pas un historien, je ne suis pas vraiment un spécialiste de Montesquieu. Enfin, je m'y suis intéressé surtout, à l'écrivain Montesquieu, surtout donc aux lettres persanes. Et donc, j'ai préparé là quelques questions d'ordre assez général sur des points que tu as plus ou moins touchés. Et puis, après, s'il y aura un débat, on pourra développer quelques aspects plus particuliers, un peu plus dans les détails. Alors, une première question.
Todorov, dans son beau livre que tu as cité, Nous et les autres, reporte cette considération de Maurice Barrès, hein, qui n'est pas un personnage trop sympathique, qui dit « Le rôle de la philosophie du XVIIIe siècle, de la Révolution française, fut d'asseoir la société sur les droits naturels, c'est-à-dire sur la logique. Les philosophes et les légistes déclarent que tous les hommes étaient les mêmes parfaits, qu'ils avaient des droits en tant qu'hommes, d'où la déclaration de l'homme et du citoyen. » Alors, on retrouve cette position qui se maintiendra le long du XIXe siècle jusqu'à Taine et justement à Barrès et à l'Action française, dans la pensée réactionnaire après la Révolution. Dans ses considérations sur la France, Joseph de Maistre, par exemple, écrit la Constitution de 1795, tout comme ses aînés, est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'hommes dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Fin de citation. Alors, évidemment, l'œuvre de Montesquieu se situe à une époque qui est encore assez éloignée de la Révolution. Cependant, sa position sur cette question me semble importante, disons, sur l'alternative entre raison et histoire. Disons que la position de Montesquieu ne saurait être assimilée à celle des philosophes. En effet, tu l'as rappelé, un des fondements de l'esprit des lois consiste à envisager les institutions, non pas seulement d'après une logique abstraite, mais également et surtout à partir des coutumes et des conditions qui sont physiquement et historiquement des conditions données. Alors, la question est un peu, justement, une question très générale, mais si tu pouvais approfondir ces points, c'est-à-dire dans quel sens on peut dire que cette position de Montesquieu a formé, a influencé son idée de l'Europe des nations, hein, c'est-à-dire une idée d'Europe justement qui ne part pas d'une idée abstraite, ou bien d'une tradition universaliste classique, mais qui se fait justement d'après des considérations d'ordre pratique. Hein. Alors, la différence est celle qui frappe le plus. Je me rappelle dans les pensées, il dit un Français, un Anglais, un Italien, alors, c'est pas dans cet ordre-là, hein, 3 esprits. C'est-à-dire, c'est assez banal comme réflexion, mais comme c'est Montesquieu, je pense, a priori, c'est que c'est pas banal, c'est-à-dire que c'est évident, la différence est manifeste. Il voit les opéras représentés à Rome, il voit les mêmes opéras représentés à Londres, et il a l'impression que ce ne sont pas les mêmes œuvres, tellement les réactions du public sont différentes. Donc, la différence est quelque chose qui frappe immédiatement. C'est vraiment, je dirais que on est dans l'ordre du phénomène. Hein. Et la capacité d'abstraction, et c'est aussi pour ça que les idées d'uniformité frappent les petits esprits. Et la capacité d'abstraction, c'est la capacité à se détacher, à surmonter cette espèce d'évidence qui fait que à voir que la Hongrie, qui paraît quand même un endroit un peu, c'est très exotique pour un homme du XVIIIe siècle, la Hongrie, la France très monarchique du XVIIIe siècle, avec ce pouvoir absolu qui est issu de Louis XIV, enfin, qui s'est constitué, hein, évidemment, qui n'est pas soumis à Louis XIV, mais qui paraît ancré dans la monarchie française, et la monarchie anglaise, où on se déchire aux communes
comme on doit être en train de se déchirer à l'heure qu'il est très précisément, eh bien, cela, il y a un point commun à cela. Et, alors, j'ai une idée, mais alors, complètement baroque qui me vient à l'idée, c'est, vous devez connaître, vous la connaissez sûrement mieux que moi, cette citation à propos, pour définir le surréalisme. C'est le point à partir duquel on voit plus les contradictions. S'il y a des 20e dans la salle, ils doivent être capables de retrouver cette citation beaucoup plus que moi. Eh bien, je pense que Montesquieu essaye de monter à une certaine hauteur jusqu'à ce qu'il ne voit plus les différences. Et c'est très difficile parce que nous nous agrippons toujours aux différences. Nous ressentons l'altérité beaucoup plus facilement que l'unité. D'où l'expression « comment peut-on être persan », d'où le fait justement que dans les lettres persanes, les Parisiens sont littéralement fascinés par l'habit du persan. Et il raconte lui-même, donc, quand il s'est dépouillé de son habit persan, il n'intéressait plus personne. Ce qui intéressait les Parisiens, et nous sommes tous un peu parisiens, eh bien, c'est ce qui accroche le regard, c'est la différence. Oui, donc il parvient donc à s'élever un point suffisant pour voir l'unité et ne pas, disons, se borner aux différences, mais en même temps, il refuse toute position qui serait, qui consisterait justement à se baser sur une logique, sur un esprit de système abstrait. Oui, mais ce qui m'a frappé aussi dans la citation que je ne connaissais pas, ça vient du droit naturel. Si l'on veut, parce que le droit naturel, s'il était si évident que ça se saurait, il n'y aurait pas besoin de faire de la philosophie. Par exemple, pour le droit naturel, et notamment pour, par exemple, Confucius ou Puffelkorf, etc., et pour Aristote, il y a des esclaves. Il y a des esclaves par nature. Bon, c'est pas de chance pour eux, mais c'est comme ça. Bon, et Montesquieu dit non. Enfin, pour lui, la nature, c'est il n'y a pas d'esclaves. Un point, c'est tout. Et on place la nature aussi à un certain niveau. Pour le droit naturel, il y a des esclaves. Donc là, à ce moment-là, on place la différence, on sent la différence. Disons que Aristote et les justes naturalistes au XVIIe siècle ont vu une différence, là où Montesquieu et nous-mêmes, nous n'en voyons pas. Nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir des gens qui doivent être esclaves. Donc, c'est toujours une question de savoir se mettre au bon niveau. On dirait que c'est une question focale, c'est une question de... Deuxième question. Le cosmopolitisme de Montesquieu tient en partie à la tradition de l'universalisme classique. Je pense qu'il se fonde surtout sur une conception qu'on peut qualifier d'essentiellement relationnelle, je dirais, des cultures humaines. Par exemple, dans le livre 19e livre de l'Esprit des lois, on peut lire cette expression magnifique, dont tu te rappelles sans doute, qui dit « Plus les peuples se communiquent, plus ils changent aisément de manière, parce que chacun est plus un spectacle pour un autre. On voit mieux les singularités des individus. » Or, pour Montesquieu, comme pour Voltaire, et c'est sur cette question que je voudrais m'arrêter, le commerce, c'est le commerce qui constitue
le moteur des échanges entre cultures. C'est d'ailleurs une position assez banale au XVIIIe siècle. Et là, j'ai une autre citation tirée toujours de l'Esprit des lois, qui dit « Le commerce guérit des préjugés destructeurs. Et c'est presque une règle générale que partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et que partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. » Alors, fin de citation. Alors, chez Montesquieu, donc, l'éloge du commerce tient à une conception des rapports entre nations différentes qui rejoint son idée même de la civilisation humaine. Et la question que je voudrais te poser est quelle est plus précisément la position de Montesquieu à l'intérieur du débat sur le luxe. Est-ce que sa position est semblable à celle de Voltaire? Est-ce qu'il s'interroge sur les effets que l'abondance des produits, des marchandises peut entraîner pour favoriser disons, la formation de l'esprit européen? Ma réponse, c'est ça dépend. Les effets du commerce ne sont pas les mêmes. Donc le grand principe, c'est que il y a trois types de gouvernement: despotisme, monarchie, république. Eh bien, dans une république, le luxe est à bannir parce que le principe, c'est l'égalité. Enfin, le principe, c'est l'amour, c'est la vertu. Et donc la vertu implique l'égalité et l'État, dans une aristocratie, ce sera l'État le plus proche possible de l'égalité. Et dans une république, si on a du luxe, le luxe, c'est le besoin de se distinguer. Dans la monarchie, il n'en faut pas. Dans la monarchie, le luxe est nécessaire parce que le principe en est l'honneur, et l'honneur, l'honneur va vous permettre d'être distingué des autres, et donc il faudra traduire cette distinction. Et donc il ne faudra pas de loi somptuaire dans une monarchie, dans une bonne monarchie. Dans le despotisme, de toute manière, le luxe, c'est un gâchis épouvantable. Le despote concentre tout. Alors, il délègue le pouvoir à des vizirs, à des ministres, qui ne pensent qu'à amasser le plus d'argent le plus possible et pour jouir de tout ce qui est possible, puisqu'ils savent qu'en plus leur vie est menacée. Donc, jouissons le plus possible et écrasons d'impôts les peuples. Donc, ça dépend. Et justement, mais pour l'Europe, comment concilier cette apologie du commerce avec les effets dangereux du luxe? Il est certain qu'il faut du luxe dans une monarchie telle que la France. Dans l'Europe, aux Provinces-Unies, dont la structure est républicaine, il ne faut surtout pas en introduire, et même les Hollandais n'y tiennent pas du tout, mais il en faut dans une monarchie. C'est là justement qu'il faut respecter la diversité. Et il y a un déplacement fondamental dans la démarche philosophique depuis Aristote, depuis les présocratiques. La grande question, disons, cantonnons-nous à la philosophie politique. Depuis Platon, l'idée c'est quel est le bon régime? Quel est le meilleur régime politique? Et Montesquieu répond, il n'y a pas de meilleur régime politique. Il y a un régime politique qui est adapté à telle nation. Alors, on va dire, grosso modo, l'Europe, qui est le plus, comme c'est un climat tempéré, eh bien, ce sera une monarchie modérée ou une république qui restera aristocratique, qui restera modérée. En Moscovie, où il y a d'immenses espaces où il faut une autorité, ou en Chine, il faut une autorité solide, le despotisme se justifie un peu plus. Donc, la réponse, avec Montesquieu, c'est toujours « ça dépend ». Non, mais c'est cette position justement nuancée qui, je pense, fait que Montesquieu s'oppose à Voltaire là-dessus à propos
justement d'une idée d'Europe qui est assez différente entre ces deux personnages. Qu'est-ce que tu dirais là? Moi, j'ai pas assez travaillé sur l'idée. Tu connais certainement beaucoup mieux l'idée d'Europe chez Voltaire que moi. C'est-à-dire que justement, évoquer la question des racines germaniques de l'Europe, de la liberté moderne, là, toute la question de la thèse royale, de la thèse nobiliaire, sur lesquelles évidemment on ne peut pas entrer ici, mais qui oppose Montesquieu à Voltaire. Mais je pense que, d'après ce que je peux dire, mais pas seulement en pensant aux mondains que tu as cités, mais chez Voltaire, il y a une apologie du luxe qui tient à des raisons qui sont aussi moins politiques que chez Montesquieu. Mais je pense aussi que ce que Voltaire appelle le luxe n'est peut-être pas la même chose, parce que Montesquieu distingue le commerce de luxe du commerce économique. Je pense que, grosso modo, Montesquieu serait assez d'accord, si j'ose le faire parler, avec ce qu'a pu dire Voltaire dans Le Mondain. Parce que dans Le Mondain, lorsque Voltaire parle du luxe, c'est finalement sortir de la barbarie, c'est être capable d'avoir des habits plutôt que d'aller tout nu, de pratiquer des arts libéraux. Alors que la question du luxe sur le plan économique, certes c'est le superflu, chose pas nécessaire, mais de manière très concrète pour Montesquieu, c'est quelque chose qui se différencie, qui donc s'oppose aux besoins élémentaires. Mais donc ça rejoint les grandes catégories de commerce de luxe, commerce d'économie. Et une nation européenne ne peut pas, on n'est pas les Indiens d'Amérique. Ça, je pense que Voltaire et Montesquieu sont d'accord là-dessus. Ce qu'il dit par contre à propos de la Pologne. La Pologne est appauvrie, complètement appauvrie par le luxe. Pourquoi? Parce que la Pologne, il y a d'énormes, elle produit du blé, et les grands propriétaires vendent ce blé à l'étranger pour acheter des produits qui profitent à un nombre très réduit de personnes. C'est-à-dire qu'il y a une fuite vers... la citation de la monarchie universelle le disait, c'est quelque chose qui avantage complètement ceux qui produisent des produits manufacturés en Europe, dans la partie ouest de l'Europe, parce que donc ils obtiennent le blé polonais. Mais les paysans polonais sont toujours dans la même misère. Et c'est ce circuit qu'il faut inverser. Donc, une dernière question, et puis on va ouvrir le débat. Une question qui m'intéresse beaucoup, qui tient, disons, à ce que j'appellerais, et là, peut-être qu'on n'est pas d'accord, le pessimisme de Montesquieu. Alors, la condition d'équilibre que Montesquieu tient pour essentiel, estime être la condition essentielle de la vie des nations, est une condition qui est toujours menacée. L'équilibre est sans cesse susceptible de se renverser dans le chaos. L'idée de corruption est omniprésente chez Montesquieu. Oui, je suis d'accord avec toi. Cela est vrai pour le peuple aussi bien que pour les individus. Dans les lettres persanes, par exemple, Uzbek, qui au début est philosophe, qui aspire à être citoyen du monde et qui critique les préjugés des Français, précipite à la fin dans une spirale de violence qui va compromettre sa raison. Et dans le livre 8 de l'Esprit des lois, on peut lire « La plupart des peuples d'Europe sont encore gouvernés par le mœurs. Mais si par un long abus de pouvoir, si par une grande conquête, le despotisme s'établissait à un certain point, il n'y aurait pas de mœurs ni de climat qui tinssent.
Et dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffrirait, au moins pour un temps, des insultes qu'on lui fait dans les trois autres. Alors, que dire donc de ce pessimisme qui menace toujours les institutions européennes? Et dans quelle mesure le processus de formation de l'esprit européen que tu avais évoqué peut, d'après Montesquieu, peut s'opposer à cette pente qui menace... Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que, en gros, il y a 90% de chances que le despotisme s'installe. Voilà, mais à partir du moment... Et disons que le problème, c'est que une monarchie se corrompt au despotisme très facilement. C'est une tendance naturelle. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Je ne sais plus où c'est, ça, c'est dans le livre. Donc on est d'accord, tout homme qui c'est quelque chose qui nous paraît assez juste, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Donc le despotisme, c'est tellement plus facile d'obéir que de se rebeller. Donc le despotisme s'installe. C'est pas ça. Et on ne peut pas, c'est très difficile de revenir en arrière. Alors de temps en temps il y a une révolution, on voit ça en Perse, on voit ça en Turquie, pas forcément, mais bon. Donc, voilà. En tout cas, la citation que tu as donnée montre aussi quelque chose de très important, c'est que le despotisme n'est pas réservé à l'Orient. Parce que ça serait très facile de dire, oui, c'est une sorte de caricature, et non, Montesquieu dit, il faut que nous fassions attention. Le despotisme peut être chez nous. Il en a quand même vu un de despotisme en Europe, c'est les États du pape, qui est pourtant le seul endroit où on élit le souverain. Mais il dit la manière dont le pouvoir est exercé est typiquement despotique, puisqu'on a le cardinal neveu, etc., tout est délégué à quelqu'un. Le souverain n'a de compte à rendre à personne, et il n'y a personne qui s'oppose au pouvoir du pape dans les États pontificaux. Donc, il ne s'appelle pas dans tous ces États. Donc, le danger, il est dans nos monarchies. Regardez comment les choses se sont faites sous Louis XIV, comment les courtisans ont couru eux-mêmes devant la servitude. C'est pas par hasard que j'avais travaillé à l'origine sur Tacite. Ce qui m'avait fasciné chez Tacite, c'était Ruere servitium, la manière dont les gens sous Tibère se sont précipités au-devant de la servitude. Et sous Louis XIV, c'est manifeste, il n'y avait pas tellement de raison que ça ne continue pas de la même manière sous Louis XV. Même Louis XV n'avait pas du tout les mêmes dessins, le pli est le pli. Donc, effectivement, il y a un danger qui tient à la nature humaine, dans tous les climats. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on pourrait ouvrir le débat. Qui veut prendre la parole? Il y a quelqu'un qui veut intervenir? Michel Gras. Oui, madame, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que vous m'avez ramené. Si vous m'avez ramené bien en arrière, il y a beaucoup d'étudiants ce soir, mais moi quand j'étais étudiant à l'Université de Montpellier, j'avais un professeur d'histoire moderne qui s'appelait Louis Dermini et qui a fait un livre, qui a fait sa thèse sur le commerce à Canton au XVIIIe siècle. Et ce livre est magnifique, mais que je n'ai pas relu depuis 30 ans. Et donc, mes souvenirs sont... Et que je n'ai jamais lu moi, il y a quand même un énorme avantage. Je vous en conseille la lecture parce que, comme vous avez fait énormément allusion au début à l'intérêt de Montesquieu pour la Chine, ce Chinois qui veut avoir, etc., Dermini montre dans ce livre comment cette ouverture de la Chine au commerce occidental, au commerce européen, disons, en gros, a des répercussions, et je prends un seul exemple, a des répercussions sur le social, en ce sens que l'Europe découvre la porcelaine chinoise. La porcelaine chinoise, c'est le tassaté, etc. Bon. Et là, disons, on passe
en arrière-plan, il y a des tas de choses sur le plan économique. Hein. Cette thèse fait 3 volumes, et donc j'avais d'ailleurs un souvenir maintenant bien lointain. Mais ce que j'ai gardé en mémoire, c'est la manière dont la société européenne est frappée par cette arrivée de la porcelaine qui effectivement s'intègre absolument dans une vie aristocratique qui est celle du XVIIIe et que l'on connaît. Et donc je me suis toujours demandé s'il y a une articulation possible entre cette... alors, c'est vers la fin de la vie de Montesquieu sûrement, parce que Montesquieu meurt au milieu du XVIIIe. 1755. Voilà, au milieu du XVIIIe, et donc c'est une phase postérieure aux lettres persanes, hein, ça, probablement. Et puis je pense, alors pour ce qui est de la porcelaine, il pense surtout à la porcelaine telle qu'elle se fait en Saxe. Ah oui, c'est une autre porcelaine. Là, il parle peut-être de la porcelaine chinoise, mais je dois dire que j'ai... Voilà, je vous invite à voir ce livre qui est magnifiquement écrit en plus. Ce que dit Montesquieu aussi de la Chine, du commerce de la Chine, c'est que il y a surtout, ce qui le frappe, c'est qu'il y a un énorme commerce intérieur et que la Chine n'a pas besoin à son époque. Et évidemment, lui, il voit les choses aussi avec 20 ou 30 ans de retard parce qu'il a les relations des missionnaires, etc. Et donc, la manière dont il perçoit les choses, c'est que ce qu'on voit de la Chine, c'est très très peu par rapport à l'immense activité de cet immense empire. Toujours à propos de la Chine, il me semble qu'au début, tu as dit que la Chine s'est posée un peu comme un anti-Europe, hein, comme l'autre partie du monde qui faisait pendant, disons, en contraste pendant l'Europe. Et je me demande si on ne peut pas avoir des affinités avec ce qui arrive aujourd'hui, où on parle d'un renforcement de l'Europe, étant donné le pouvoir de la Chine qui augmente. Alors on dit dans ces derniers jours, enfin pas tout le monde est d'accord, mais il y a beaucoup qui disent qu'il faut bien que l'Europe se renforce, que l'Europe soit unie contre, pour faire un contrepoids, disons. Le problème, c'est que donc, la Chine n'est pas perçue. La Chine ne s'intéresse pas à l'Europe au XVIIIe siècle. Hein. Je dirais qu'elle a son autonomie. Donc, de ce point de vue-là, la situation est fondamentalement différente. Mais là où on pourrait trouver une remarque qui irait dans ce sens-là, c'est avec l'Inde. Parce que il y a quelque part, ça va être dans le livre 21 ou 22, je ne sais plus, l'idée que l'Inde aspire notamment, il y a donc les courants commerciaux qui sont très importants, l'Inde aspire les métaux précieux, les monnaies qui viennent d'Europe. Et parce que achète des produits en Inde, il y a les épices, etc. Ça s'est donc renforcé avec les grands navigateurs et les compagnies. Et donc, il y a l'idée que l'Orient absorbe les richesses métalliques. Hein. Alors évidemment, comme il y a eu la découverte de l'Amérique, la découverte des mines, le mouvement s'est amplifié, mais tout ce qui vient d'Amérique, donc d'abord qui a ruiné l'Espagne au lieu de l'enrichir, parce que le marché a été inondé de métals précieux, de métaux précieux, puisqu'il y avait or et argent, et donc tout cela est aspiré par l'Inde. Donc il y a quelque chose là. Mais réellement, la Chine n'est pas du tout perçue comme une menace. Parce que de ce point de vue... Je ne disais pas une menace, c'est comme un monde alternatif,
dans quelque chose d'autre hémisphère du monde. Ah oui. Mais, alors, ce qui empêchera toujours Montesquieu de faire une comparaison en ce sens-là, c'est aussi que il est très attaché à l'histoire. Ce qui fait aussi la particularité d'une nation et la diversité, ce ne sont pas seulement les caractéristiques géographiques, politiques, etc. C'est aussi son histoire. Et justement, s'il y a un pays qui a une histoire millénaire et particulière, c'est la Chine. Donc, elle reste absolument irréductible. Le problème, c'est que vraiment les philosophes ont fait jouer à la Chine un rôle. Alors, le plus intéressant, c'est que c'est à partir des mêmes textes qu'ils ont des interprétations tout à fait différentes. Voltaire, il y a eu une sinophilie extraordinaire venant des jésuites au XVIIIe siècle, et Montesquieu est à peu près le seul à dire, mais en fait, l'Empire chinois est un empire qui est, comme il le dit, gouverné par le bâton. Et alors, il y a un détail qui est extrêmement intéressant, donc il met ça dans l'esprit des lois, l'Empire chinois est gouverné par le bâton. Bon. Et comme le dit le père Duhalde, donc, qui est la grande source sur la Chine. Voltaire, critiquant l'esprit des lois, dit « mais ça ne s'est jamais trouvé chez Duhalde ». Tout le monde, pendant 2 siècles, dit Montesquieu rêve, et en plus il prête à Duhalde, donc jésuite, historien de la Chine, il lui prête, il invente des citations et il écrit n'importe quoi sur les Chinois. Jamais Duhalde n'a pu dire qu'une autorité tyrannique régnait en Chine. Et puis, je crois que c'est en 1973, où Robert de Raté, éditant l'Esprit des lois, a lu de plus près la description de la Chine du père Duhalde, 4 volumes, une folio quand même, et a dit, bah oui, ça se trouve là, à tel endroit. Duhalde le disait parfaitement, mais personne ne voulait le voir. Alors, la question que je me pose, pourquoi est-ce que de Raté l'a trouvé en 1973 ? Parce qu'il a plus travaillé que les autres. Bon, ça c'est certain. Mais en 1973, on n'avait peut-être pas la même idée de la Chine. On était peut-être plus sensible à cet aspect de ce que peut être un pouvoir chinois sur les corps et les esprits. Voilà. Comme quoi, même les éditeurs peuvent être influencés, me semble-t-il, par le monde autour d'eux. D'autres remarques, questions? Oui? Disons que ce qui m'a frappé vraiment. Merci. Alors, je disais que ce qui m'a frappé vraiment, c'est cette image d'un Montesquieu surréaliste. Oui, je fais un peu osé. Ne répétez pas que je l'ai dit, je pourrais me déconsidérer dans le monde Montesquieu. Je la trouve géniale, dans le sens que, alors, je crois avoir compris que Montesquieu avait une idée d'unité, respectant les diversités, oui. Bien loin de l'homologation, d'accord ? Alors, comment Montesquieu a pu avoir une influence sur notre Jean-Jacques Rousseau et sur son idée de volonté générale, qui est bien différente de l'ensemble de la volonté de particulier. Ah ben oui, l'idée du contrat tel que l'évoque le contrat social, cette abolition de la volonté individuelle, c'est sûr que Montesquieu aurait beaucoup de mal avec cette idée. Hein. Alors, Rousseau a, je dirais, appris la philosophie politique en lisant l'Esprit des lois, ça c'est certain. Bon, d'abord parce qu'il y était bien forcé, puisque quand il a été secrétaire de Madame Dupin, qui était une adversaire de Montesquieu, et qui était marié à Monsieur Dupin, qui était encore plus adversaire de Montesquieu, il a, bien sûr, on lui a fait copier des passages entiers. Bon, donc, à ce moment-là, il avait plus de
35 ans, hein. C'était pas un enfant non plus. Et donc il a eu ce contact direct avec l'esprit des lois, et dans le contrat social, souvent il approuve, il utilise Montesquieu ou il le récuse, mais en tout cas l'abolition de cette volonté individuelle, c'est la fusion dans ce grand corps du contrat, ça je pense que Montesquieu aurait eu des problèmes s'il avait pu le lire. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il aurait apprécié. Mais bon, on ne va pas faire parler les morts. Je suis d'accord, il y a vraiment des interprétations tout à fait divergentes. Tout à fait. Si je peux dire, je pense qu'il n'y a pas d'idée plus contraire à la pensée de Montesquieu que l'idée de volonté générale. Non, tu ne penses pas? Alors, mais on peut appeler, on peut quand même dire que la volonté générale peut être le composé. Ça peut être un composé. Enfin, je pense que peut-être chimiquement on pourrait. Ce n'est pas l'idée de Rousseau. Voilà, c'est pas la fusion, mais chez Montesquieu, tout est toujours composante. Hein. Il n'y a jamais une cause unique, tout est toujours plus compliqué qu'on croit. En gros, c'est ce que je retiens au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, il y a des volontés contradictoires qui peuvent s'annuler, et l'essentiel c'est que ça aille dans le même sens. Mais la fusion, effectivement, je suis d'accord avec toi, rien n'est plus opposé à cela. Oui. Moi, je voulais me féliciter pour le courage de Catherine Volpiat-Cogé, madame l'amie, qui a abordé vraiment un sujet redoutable. Parce que Montesquieu et l'Europe, c'est presque synonyme. C'est vraiment l'Europe est effectivement au centre de la pensée de Montesquieu. Une petite chose, l'expression de volonté générale se trouve chez Montesquieu dans le chapitre 6 du livre 11. Volonté générale, volonté particulière. Tout en courant, etc., mais ça existe. Et c'est un usage de volonté générale dans le sens politique qu'on ne trouve pratiquement jamais auparavant. Voilà, ça, mais c'est tout à fait autre chose de ce que la volonté générale est devenue Rousseau, évidemment. Non, mais moi, je voulais dire que l'exposé de Catherine, à mon avis, et je me demande si elle est d'accord, mais même de son exposé, ce qui apparaît assez clair, c'est vraiment l'aspect de l'Europe pour Montesquieu comme lieu de la liberté. L'Europe et la liberté sont presque synonymes, pas seulement dans ses écrits, mais dans son esprit. On ne peut pas évoquer. Il n'y a de liberté qu'en Europe. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant et qui est connu, et tu l'as mis en relief, l'évocation de la liberté qui se trouve dans les bois, où les bois sont les bois des chemins. Et ce qui est évoqué encore dans le livre 11 de l'Esprit des lois. C'est-à-dire que même les gouvernements où il y a la division, la séparation des pouvoirs, etc., le chapitre 6 du livre 11, on dit que même ces beaux gouvernements tirent ses racines des ce beau système les racines sont les mêmes du gouvernement gothique. Ouais. Alors, gouvernement gothique et séparation des pouvoirs de l'Angleterre, les modèles insulaires et les modèles continentaux ne sont pas une dualité, mais ils sont les mêmes racines qui sont les racines de l'Europe. Dans la germanité tacite, on trouve l'équilibre entre les chefs et les guerriers, les citoyens guerriers. Et une autre chose, je veux dire, je crois que je suis d'accord, mais si tu veux le confirmer. C'est dommage que tu n'as pas évoqué un sujet que tu as traité justement, celui de l'invention de l'Europe.
l'invention de l'Europe par les conquérants. Hein? L'histoire, la légende de la biche de l'Aparius Myrtide, qui traverse la mer Caspienne, hein, et qui ouvre la route des barbares à l'Europe. C'est-à-dire l'Europe qui est inventée par les barbares, qui est découverte par les barbares. Voilà, comme d'autres. Et c'est pas par hasard qui vraiment fait les peuples barbares qui donnent lieu aux racines de la liberté dans les voies. Alberto fait gentiment allusion à ce qui a été ma contribution au colloque qu'il a organisé en 93, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était la manière dont l'Europe a été inventée, de même que l'Amérique a été inventée par les navigateurs, par Christophe Colomb, puisque d'après la légende, évidemment qui est reprise avec des pincettes par Montesquieu, mais qui est beaucoup plus développée chez Mably par exemple, eh bien les populations des contrées très indécises, ce qu'on appelle la City, pas la City avec un Y, mais c'est le pays des Scythes, eh bien ils sont arrivés vers l'Empire romain en poursuivant une biche, paraît-il. Parce qu'ils n'avaient même pas l'idée qu'au-delà de cette mer, il y avait quelque chose. Bon, c'était en fait des hauts fonds, ils ont pu passer à pied sec, voilà. Quand on poursuit un animal, on est capable de tout, quand on est chasseur. Et donc, ils ont découvert qu'il y avait un lieu, c'était un lieu civilisé, c'était un lieu tout à fait sympathique où on pouvait s'installer et où même il y avait beaucoup de choses à faire. Et ils ont amené avec eux. Donc il y a eu l'idée que l'Europe est un nouveau monde. Il y a eu des gens pour qui c'était un nouveau monde. Ah oui, ça je m'étais bien amusée avec cet article. Faudrait que... Mais je l'ai peut-être republié dans le temps de Montesquieu. J'ai dû le republier. Finalement, j'en ai fait quelque chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions, de remarques? Bon, alors on peut s'arrêter là. On va s'arrêter là, et si quelqu'un veut venir voir un verre dans les autres pièces, on y va.